Ce pape déteste la France et il crache au visage de tous les Français et de tous les catholiques que nous sommes. E ieri sono stati bombardati bambini. Je rappellerai juste au pape, si je peux me permettre, que demain soir, il y a 2 milliards de chrétiens qui vont fêter la naissance d'un enfant juif. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traîtres, monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va tourner autour du gouvernement, mais également du pape François attaqué par le sionisme dans les médias. Et avant de parler du nouveau gouvernement, je voulais vous partager cette séquence de Juan Branco qui parle des hommes politiques actuels. Ils ne sont pas corrompus, ils sont de la corruption. Ils ont réussi à établir un système dans lequel la corruption est devenue légale. C'est ça qui est très important de dire. Ils savent faire parce qu'ils maîtrisent les codes, c'est eux qui font la loi. C'est leur fonction dans la société. C'est en tant que conseiller d'État, député, etc., de faire la loi. Et ils ont construit un système dans lequel ce qu'ils font est légal ou d'apparence légale, mais va leur permettre d'accaparer des privilèges et de mettre en place des politiques publiques qui vont aller à l'encontre du bien commun. Ils réussissent en fait à contourner les appareils de contrôle qui sont censés, dans toute démocratie qui se respecte, empêcher que cette corruption se mette en place pour la légaliser en quelque sorte et s'assurer que leur position restera installée. Donc Juan Branco commence à poster sur ses réseaux des anciens extraits comme celui-ci pour montrer qu'il avait raison depuis le début et ça rejoint sa volonté de se présenter en 2027. Mais on en reparlera à la fin de la vidéo. En tout cas, ce qu'il décrit sur les élites politiques, c'est plus visible que jamais aujourd'hui quand on voit Bayrou, Premier ministre, et le gouvernement qu'il vient de composer. Retailleau reconduit au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin à la justice et surtout Manuel Valls aux Outre-mer. Honnêtement, c'est un crachat envoyé aux compatriotes ultramarins parce que Valls, c'est quand même celui qui voulait plus de white, plus de blancos, rappelez-vous. Une vidéo qui fait polémique, c'est Direct 8, la chaîne Direct 8 qui l'a diffusée. Vous étiez à Évry, dans l'un des quartiers d'Évry où se déroulait une brocante. Et en clair, vous avez dit en substance, il n'y a pas assez de blancs. On regarde cette vidéo et puis vous réagirez. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Évry. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancs de côte. Normalement, ce genre de séquence, ça devrait mettre fin à ta carrière politique, mais aujourd'hui, non. Ça te vaut même d'avoir certaines promotions. Mais Manuel Valls, c'est pire que ça. Alors qu'il était Premier ministre sous François Hollande, il ne savait même pas où se situait l'île de la Réunion. Il pensait qu'elle se trouvait dans l'océan Pacifique. La Réunion, c'est, enfin vous le savez parfaitement, c'est le premier département, c'est la première région d'outre-mer. C'est 800 000 habitants. C'est une place majeure dans le Pacifique. C'est une société pacifique, exemplaire même dans le dialogue entre les cultes. C'est vous dire à quel point il a de la considération pour les Outre-mer. Et donc comme un crachat en réponse aux contestations aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, c'est ce personnage qui est nommé ministre. Vous pensez qu'il va faire quoi pour les Mahorais qui manquent de tout après le passage du cyclone Chido? Je suis à Mayotte depuis plus de 30 ans. Et ce que je vois là, c'est affolant. Je veux dire qu'on parle d'aide. Il y a des gens qui sont dans des situations qui sont vraiment délicates. Les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas de quoi manger, les gens m'ont dit des matelas et des tôles, des mamans. Et là où je suis, à Magicavo, là où je circule ici, dans Kawéni, etc., je ne vois pas cette aide qui est acheminée. Je sais que les gens font du mieux qu'ils peuvent, mais aujourd'hui, c'est vraiment désastreux. Et même la salubrité est en cause. Les poubelles ne sont pas ramassées. On craint pour d'autres épidémies. Est-ce qu'on peut mieux structurer les choses? Il n'y a pas de communication, on n'a plus d'essence. Vous voyez, regardez dans quel état est le territoire. Valls ne fera absolument rien pour eux, et tout le monde le sait. Un peu comme tous les autres ministres, il ne mérite pas sa place. Mais il a encore un certain réseau et surtout c'est un traître à la nation très clairement. Donc il a toutes les qualités requises pour être ministre français. Et certains commencent à en avoir marre de ce cirque politique. Jean-Noël, bonjour. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qui cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu.
Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par ailleurs, ce n'était pas la question qui était prévue, puisqu'il y a, vous le savez, un filtrage au standard de France Inter et les... Donc ça risque de mal finir, car il suffit de regarder les personnalités qui ont été nommées ministres pour se rendre compte qu'en aucun cas elles ne serviront les intérêts du peuple. Et c'est pas forcément une question de droite ou de gauche, c'est peut-être même pire venant des partis comme le PCF ou le Parti Socialiste, car derrière leurs beaux discours, ils sont prêts eux aussi à vendre le pays à un banquier. Regardez l'interview d'Olivier Faure, qui est un des leaders du PS, et qui s'est fait dégommer par Apolline de Malherbe, qui révèle ce qu'il tramait lui et d'autres cadres du PS en off. Olivier Faure, c'est un peu gonflé quand même. Ah oui, parce qu'il y a à la tête du très grand ministère à Bercy un homme dont en réalité, en sous-main, vous comme d'autres socialistes, faisiez campagne pour qu'il prenne carrément Matignon. Éric Lombard. Mais je ne sais pas qui vous a raconté cette histoire. Nous n'avons jamais fait campagne pour quiconque. Vous, mais non, Olivier Faure, on est sur RMC, on est sur BFM TV, on se dit les choses. Là, il y a 10 jours, je vous ai reçu ici. Oui, j'ai reçu même le lendemain Raphaël Glucksmann. Et tous les deux, en sortant dans les couloirs, lorsque je vous raccompagnais, vous évoquiez la figure d'Éric Lombard. Vous évoquiez la figure d'Éric Lombard comme d'un homme de gauche qui aurait pu avoir votre satisfaction à Matignon. Il est à la tête de Bercy. Vous pouvez pas dire que c'est pas un homme de gauche après m'avoir dit le contraire il y a 10 jours. Mais je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis que c'est un homme de gauche. Je le connais depuis longtemps et je peux même vous dire que c'est un ami dans la vie. Mais est-ce que ça veut dire que demain, il aura les mains libres à Bercy? Est-ce que c'est lui qui permettra la justice fiscale? Est-ce que c'est lui qui permettra la suspension de la réforme des retraites? C'est déjà mieux que rien, non, d'avoir un homme dont vous partagez les convictions. Je l'avais d'ailleurs dit à l'antenne dès le lendemain. Bon, on sait tous pourquoi Apolline de Malherbe, pour une fois, a fait son boulot. C'est parce que c'est une macroniste ultra-sioniste et que ça va dans ses intérêts. Mais vous avez entendu Olivier Faure dire qu'Éric Lombard est un homme de gauche et que c'est un ami dans la vie. Eh bien, regardez qui est Éric Lombard, mais surtout, regardez son parcours. Et puis, d'après nos confrères de BFM TV, eh bien, c'est Éric Lombard, le président de la Caisse des dépôts et consignations en poste depuis 2017, qui va devenir ministre de l'économie. Effectivement, ça fait partie des noms qui circulaient. Alors, je rappelle son parcours, mais ça va être officialisé, je pense, d'ici quelques instants. Dirigeant de BNP Paribas Cardi de 2004 à 2013, directeur général de Generali-France de 2013 à 2017 et donc en poste à la Caisse des dépôts depuis 2017. Et vous avez oublié que c'est l'un des héritiers de Devanlay, puisque son grand-père, Pierre Lévy, était l'un de ceux qui avait repris Devanlay. C'était il y a bien longtemps. Donc, il a quand même la fibre entrepreneuriale. Il a la fibre entrepreneuriale. Et je crois que pendant certaines années, il avait d'ailleurs géré la fondation familiale où il y avait beaucoup d'art. Donc un banquier, ex-dirigeant de BNP Paribas et héritier d'une grande fortune. Et c'est ça que le Parti Socialiste poussait à être Premier ministre. Donc je le répète, mais les socialistes sont juste des droitards au final et le mandat de Hollande en est la parfaite illustration. Aujourd'hui, ils sont à terre parce que les quartiers populaires ne les suivent plus, ils ont compris la supercherie. Et écoutez encore Karim Bouhamran, celui qui est poussé en ce moment par les médias pour une raison simple. C'est parce qu'il est prêt à tout, non pas pour aider et servir les Français, mais pour réussir. Parce que moi, à 9 ans, je savais que j'allais être maire. Quand tu étais jeune, tu voulais déjà être maire. À 9 ans, tu voulais être maire. À 9 ans, 10 ans, je sais que je vais jouer un rôle au niveau politique. C'est drôle, le cerveau, comment il est fait. J'ai l'impression que j'ai stocké dans ma tête, il a dit « Ok, tu vas être responsable politique et tu vas tout faire dans ton subconscient pour en arriver là. » Donc travailler sur de la visualisation. Donc vachement de visualisation mentale. Être prêt à tout en politique, c'est être prêt à toutes les compromissions. Parce que l'ambition, c'est bien, mais pour un chef d'entreprise, un entrepreneur, pour un dirigeant politique, s'il faut plutôt, c'est une vision pour les Français, des ambitions pour le pays, et pas pour gravir les échelons tout seul. Bref, passons au pape François, qui est passé l'an dernier à Marseille, et il y a quelques jours en Corse. Et un mois avant ce passage en Corse, on avait des personnalités dans les médias comme Frère d'Hermel, qui étaient soi-disant scandalisés. Et sur le pape, mais je suis, en tant que catholique pratiquant, mais je suis, outré de ce crachat au visage de la fille aînée de l'Église de part de ce pape. C'est insupportable. Et il va 15 jours après en Corse pour bien dire je ne vais pas en France, je vais en Corse. C'est ça. Ce pape, c'est quoi la raison? Il nous déteste. Mais pourquoi il nous détesterait? Le pape, je le sais de source argentine. C'est la cérémonie d'ouverture des JO. Non, je vais te dire. Non, depuis très longtemps déjà.
Je peux te dire que le sujet, je le connais très très bien. De sources diplomatiques françaises et de sources argentines, il déteste la France. Mais pourquoi ? Et parce qu'il déteste la France. Bon, c'est pas une raison, ça. Parce que la France est le symbole de l'Europe chrétienne historique. Lui, c'est la théologie de la libération, c'est un pape communiste, latino, anti-colonial, anti-européen, etc. Et la manière dont il a reçu, lors de sa première visite officielle, François Hollande, c'était immonde. Et là, je veux dire, je connais vraiment bien le sujet. Ce pape déteste la France et il crache au visage de tous les Français et de tous les catholiques que nous sommes. Fred Hermel, c'est un peu comme Daniel Riolo. Au fur et à mesure des années, il a laissé émerger son côté identitaire et pro-israélien, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Déjà, pour Fred Hermel, apparemment la Corse ne serait pas la France. Mais surtout, en réalité, ce qui le gêne, c'est que ce pape, le pape François, est très critique envers les agissements d'Israël. Voilà pourquoi Fred, le pro-israélien, est autant passionné. Écoutez ce que le pape François a encore dit lors de son passage en Corse. C'est un discours qu'il tient déjà depuis plusieurs mois. Non lo hanno lasciato entrare a Gaza come avevano permesso. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Voilà pourquoi ce pape est très régulièrement critiqué, voire plus dans les médias, parce qu'il dit simplement les termes concernant les agissements de l'armée israélienne, des agissements qui viennent casser le mythe de la civilisation judéo-chrétienne. Et ça ne plaît pas à notre meilleur habib national, qui va au-delà de s'en prendre au pape, tout mélanger en évoquant notamment la Shoah. Je suis troublé par les propos du pape, je suis troublé par cet enfant palestinien avec une kéfia dans la crèche. Je rappellerai juste au pape, si je peux me permettre, que demain soir, il y a 2 milliards de chrétiens qui vont fêter la naissance d'un enfant juif qui s'appelait Jésus. Et si certains ont encore un doute par rapport à la présence juive qui est aujourd'hui trimillénaire sur cette région du monde, il serait bien de temps en temps de leur rappeler. Qui a massacré 1200 personnes il y a maintenant 1 an et 2 mois? Quel pays au monde n'aurait pas réagi? Je voudrais un petit peu ouvrir un peu les yeux et rappeler ce qui s'est passé en Europe dans le silence absolu des nations, y compris, hélas, du Vatican il y a maintenant plus de 80 ans de ça. Le plus grand drame est arrivé, le monde s'est tué. Ne mélangeons pas tout, monsieur. Non, mais je ne mélange pas tout. Ne mélangeons pas la Shoah. Je vous demande de dire ce que vous avez envie de dire, mais c'est pas m'interrompre. Je n'essaierai pas de vous interrompre. Non, je vous interromps pas, mais ne mélangeons pas la Shoah avec tout. Je vous dis que le monde s'est tué pendant la Shoah, qu'on a tué 6 millions de juifs, y compris le Vatican. n'a rien à voir avec mais écoutez, avec le respect que j'ai pour vous, en tant qu'élu à 4 reprises de la République, je vais d'avoir mes convictions, y compris sur ce qui s'est passé pendant la Shoah. Mais ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Alors, pas mélanger tous les torchons, je ne sais pas qui est les torchons et qui sont les serviettes. Alors qu'il a été ridicule et indigne pendant son mandat de député, il brandit ça comme un argument d'autorité. Ensuite, Meilleur Habib vient nous expliquer que le suspect de l'attentat en Allemagne serait en fait un dangereux islamiste et que nous sommes tous fous de penser le contraire malgré les nombreuses preuves. On est dans un délire absolu. On a un gars auquel on dit qu'il est islamophobe et qui va tuer des chrétiens dans un marché de Noël. Non mais on est en train de délirer. On est en train de délirer complètement. Le gars, aujourd'hui, c'est un dissimulateur. Il a voulu tuer des chrétiens dans un marché de Noël. On est en train de se couper les cheveux en 4. Je suis inquiet pour l'Europe. Quel rapport aujourd'hui? Quelqu'un vient en Europe pour travailler, mais qu'il accepte la culture, qu'il accepte les coutumes, qu'il accepte la civilisation judéo-chrétienne, et on va dire plus chrétienne que judéo. C'est ça la réalité. C'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. Et le monde, parce qu'ils ont peur à droite ou à gauche, est en train de nous expliquer qu'il est islamophobe, qu'il a été dans un marché de Noël, et il a tué que des chrétiens. On parle quand même de Meilleur Habib qui a menti de manière éhontée concernant les bébés égorgés, les femmes éventrées, la bouteille de Coca Zéro, etc. lors du 7 octobre. Et il vient nous dire que nous sommes en train de délirer. Donc si Meilleur Habib dit que c'est un islamiste, ça suffit pour me convaincre que c'est en réalité un proche de l'extrême droite allemande, voire sioniste. Mais vous verrez, Meilleur Habib sera sûrement réélu s'il y a dissolution. Il profite en ce moment de l'exposition d'I24 News au travers de cette émission Les Grandes Gueules sionistes pour convaincre au travers de ses discours de colons ultra-sionistes les électeurs de sa circo. Et ça pose le problème de cette chaîne, car C8 n'a pas été renouvelé par l'Arcom, c'est très bien, mais I24 News, honnêtement, c'est pire que TPMP. Et pourtant, elle a été renouvelée et personne n'a rien dit contre. Bref, passons au gala, les amis du CRIF.
où Gabriel Attal, ex-premier ministre, nous dit quelque chose d'assez intéressant. J'ai perdu mon papa il y a quelques années et mon père me disait toujours tu as beau ne pas avoir une mère juive, tu te sentiras juif toute ta vie parce que tu seras solidaire des juifs puisque comme eux, tu subiras l'antisémitisme du fait de ton nom. Et tous les jours, je me rends compte que mon père avait raison. Donc ce qui pour moi a changé, c'est qu'on voit maintenant tous, en tout cas que tout le pays voit, une réalité éclatante, c'est qu'il y a un antisémitisme porté, tiré par ce prétendu antisionisme. Donc oui, être extrêmement ferme, ne rien laisser passer. Ne rien laisser passer sur ce qui se passe dans la société. Ne rien laisser passer sur des phénomènes qu'on voit apparaître sur d'autres terrains. Caroline Yadan, qui est là, travaille beaucoup sur le sujet. Elle a déposé une proposition de loi que je vous invite à consulter avec des mesures extrêmement fortes sur le sujet. Je lui ai par ailleurs confié une mission sur le phénomène de l'islamisme dans le sport. Attention, ce qu'il vient de faire, c'est donner tous les gages, non pas à la communauté juive, mais aux lobbies sionistes. Parce que le CRIF ne représente en aucun cas la communauté juive. Regardez qui va à ces gars-là ou bien soutient le CRIF. Ce sont de grands patrons, des journalistes, des hommes politiques, des écrivains, des artistes, etc. qui ont tous en commun d'être pro-israéliens. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on voit qu'à court terme, il y aura un duel Marine Le Pen-Mélenchon, je pense, mais qu'à moyen et long terme, c'est un duel Bardella-Attal qui va être imposé. Un duel qui en réalité n'en est pas un, car ils servent tous les deux le même maître. Ces propositions vont contre leurs intérêts et surtout contre les intérêts de ceux qui les soutiennent. Ils ne peuvent pas remettre en question ce système oligarchique qui les a fabriqués. Bardella et Attal ne sont rien sans les oligarques qui les soutiennent, que ce soit Bolloré et ainsi de suite. Ils ne peuvent pas aller contre eux, voyez. Et d'ailleurs, le plus souvent, ils sont... Vous avez envie d'y aller, vous, Juan Branco ? Moi, j'ai envie que ce pays sorte de cette ornière et de cet effondrement. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet par ce qui est en train de se passer en France. Et donc, que ce soit moi ou un mouvement social, ce n'est pas le sujet. Moi, je vais essayer là de voir si on génère une dynamique sur une force politique pour les présidentielles. Vous avez bien compris que Juan Branco, Dominique de Villepin et d'autres commencent à faire émerger l'idée de créer une force alternative, voire une proposition alternative. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que ça ne répond pas totalement au ras-le-bol, à la lassitude des Français. Je pense que le système est pourri en soi, Juan Branco le disait en début de vidéo, donc essayer de le changer en respectant toutes les règles de ce même système, c'est peine perdue. Voilà. De toute façon, on en reparlera dans d'autres vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!